Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Le président des États-Unis a décidé, après en avoir fait planer la menace à plusieurs reprises, de taxer l'acier et l'aluminium produits en Europe. Protestation unanime, vous allez nous dire ce que vous en pensez du côté des dirigeants européens. Alors, comment analyser un peu cet épisode des rapports entre l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis? Quelles conséquences? Que doit faire l'Europe? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans cette histoire? Puisque beaucoup de choses circulent. On en parle avec vous. Emmanuel Morel, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen socialiste et démocrate. Bonjour. Yannick Jadot, bonjour. Vous êtes député européen Vert Alliance Libre Europe. Et Patrick Le Yarrick, vous êtes vous aussi député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors bon, les faits, on les rappelle, le président des États-Unis décide d'imposer des droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium qui vient d'Europe. Un petit détail, c'était pas le cas jusqu'alors? Où est-ce qu'on en était, Emmanuel Morel? Dites-nous, expliquez-nous un peu le contexte. Où est-ce qu'on en était? En matière de taxation d'acier et d'aluminium. Les droits de douane étaient relativement faibles. Voilà. Relativement faibles, voire nuls sur certains produits. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Donald Trump applique son programme. Il avait dit pendant la campagne électorale, il faut que les États-Unis soient imprévisibles. Ils le sont. Il avait dit, on va sortir de l'accord sur le climat. Il est sorti. Il avait dit, on va remettre en cause l'accord sur l'Iran. Il le fait. Il avait dit, on va combler le déficit commercial abyssal des États-Unis. Et il se lance dans une guerre commerciale dont on constate aujourd'hui les effets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne croyait pas qu'il allait le faire, il le fait, et l'Europe a été insuffisamment préparée. Moi, je me souviens, Yannick aussi sûrement d'ailleurs, Patrick aussi d'ailleurs, de la réaction de la commissaire chargée du commerce international au lendemain de la nomination de Trump. Elle avait dit, mais vous allez voir, on va continuer dans le libre-échange, il n'y aura pas de problème. Il y a un problème, et face à ce problème, il faut que l'Europe réagisse, qu'elle se fasse respecter, qu'elle parle d'une seule voix. C'est tout l'enjeu du moment qu'on est en train de vivre. On va en reparler bien sûr en détail. Yannick Jadot, réaction un petit peu à cette décision de Trump, vous interprétez ça comment, vous? Est-ce que c'est important déjà pour l'industrie européenne ou est-ce que c'est marginal finalement? Repartons un peu des chiffres. Est-ce qu'on exporte beaucoup d'acier et d'aluminium vers les États-Unis? Est-ce que c'est vraiment important cette taxation promise par Trump? Bien sûr que c'est important. On exporte pour près de 7 milliards d'acier et d'aluminium, donc c'est important. Surtout qu'en fait, il y a jusqu'à maintenant, avant même l'imposition de taxes, il n'y a pas de concurrence déloyale de la part des Européens sur le marché américain. Il y a eu de la concurrence déloyale de la part de la Chine, très clairement, qui à un moment donné a tellement investi dans sa sidérurgie qu'on s'est retrouvé avec des surcapacités de production énormes qui a posé des problèmes pour la sidérurgie européenne et évidemment pour la sidérurgie américaine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que effectivement Trump applique son programme, mais c'est insupportable l'idée d'agir de la sorte et de partir en guerre de sa part contre toutes les règles multilatérales, qu'elles soient du climat, qu'elles concernent le dossier iranien ou qu'elles concernent le commerce. Mais il y a un truc qu'il faut reconnaître à Trump, c'est que dans ce monde européen où on a l'impression que l'économie, c'est pas de la politique, qu'on nous explique que c'est efficacité, technocratie, qu'il n'y a qu'une seule méthode, qu'une seule réponse. Trump, il fait de la politique, de la pire des manières, mais il rappelle une chose. L'économie, c'est de la politique. La sidérurgie pose un enjeu de souveraineté économique et donc de souveraineté politique. Et ça renvoie aux Européens l'importance, nous-mêmes, de s'interroger sur notre souveraineté économique. On n'a pas de politique industrielle. On est la seule grande économie, si on considère que l'Union européenne est une seule économie, on est la seule grande économie qui n'a pas de politique industrielle commune. Donc nous sommes toujours divisés, nous sommes toujours en situation de grande fragilité. Donc la seule réaction à Trump, au-delà des rétorsions commerciales, pour ne pas se laisser marcher dessus, c'est d'avoir une politique industrielle européenne qui protège les salariés et qui protège l'environnement. On sait à quel point la sidérurgie peut être compatible avec la protection de l'environnement et notamment du climat, ou ne pas l'être du tout. Patrick Le Yarrick, pas de politique industrielle européenne, ça veut dire le maître mot c'est libre-échange à tout va. Là on bute sur une question, puisqu'on est dans le libre-échange là, tout de même, on bute sur cette question-là quand même. C'est-à-dire qu'il y a des
endroits dans l'Union européenne, notamment en France, où ce à quoi on a assisté, c'est à la désindustrialisation. Ce n'est ni à la modernisation de nos capacités productives, notamment dans l'acier, l'aluminium et un certain nombre de métaux comme ceux-là, rien en échange. Si l'Allemagne a continué à investir, à développer un certain nombre d'industries liées à l'acier, elle va être très impactée par ces droits de douane supplémentaires qui vont être mis. Et d'ailleurs, on se demande dans quelle mesure Trump, dans cette affaire, ne vise pas directement l'Allemagne. Il le dit, il a dit pour... Alors, il a été assez insultant. Voilà. Oui. Il a dit qu'il ne voulait pas voir une seule Mercedes sur la 5e avenue à New York. Par rapport à ce que disait Yannick Jadot tout à l'heure, ça ne porte pas effectivement sur l'acier ni l'aluminium, mais il dit par ailleurs le déséquilibre existe entre l'Europe et les États-Unis sur d'autres produits, par exemple effectivement l'automobile, l'aéronautique, etc. Sachant que dans ces matières-là, il y a une politique européenne ou pas en matière d'aéronautique, en matière d'automobile, est-ce qu'on a une vraie politique ? Aéronautique, oui. Bien sûr. Automobile, c'est moins clair, mais je reviens quand même un instant à ce qui vient d'être dit. D'abord, Yannick a totalement raison de souligner que Trump se trompe d'adversaire. En tout cas, il fait mine de se tromper d'adversaire parce que le vrai problème dans la situation de l'acier, c'est la Chine. Une surcapacité incroyable et qui est à l'origine de la crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, il y a une première erreur. Deuxième chose, moi je pense qu'en effet, Trump, il vise l'automobile allemande. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va pouvoir mesurer la solidité de l'Union européenne. C'est-à-dire, soit on fait face, on fait bloc, et on défend l'industrie européenne. Oui, c'est ça. Et dont l'allemande, dont l'industrie automobile. Oui, mais ça veut dire aussi que l'Allemagne ne doit pas, à l'inverse, se désolidariser de l'Europe en essayant, dans son coin, de trouver une solution. C'est vraiment, je pense que ce qui est intéressant, au moins dans ce moment qu'on vit, c'est un moment de vérité pour l'Union européenne. C'est ce que, oui ou non, on se fait respecter. Pour l'instant, c'est le cas. Moi, j'avais des doutes et des craintes, mais il faut reconnaître que on a porté plainte à l'OMC, bon ça à la rigueur c'est pas ce qui est le plus important. On va en parler. On a mis en place des mesures de représailles sur un certain nombre de produits américains. Alors c'est modeste, mais c'est un commencement quand même. Et on s'interroge sur la stratégie en matière de protection de nos savoir-faire, de nos entreprises, de nos travailleurs. La question, c'est est-ce qu'on va franchir une étape supplémentaire ? Et c'est là qu'aujourd'hui, on a quelques doutes. Ce serait quoi cette étape supplémentaire, Yannick Jadot, s'il devait y en avoir une de la part de l'Union européenne, où effectivement, chefs d'État et Commission européenne et autorités européennes en règle générale ont l'air de répondre de manière assez unanime sur cette question-là ? Alors, les grands cas où l'Europe s'est divisée ces dernières années, ça a été sur des cas de dumping chinois. Ça a été le photovoltaïque qui a détruit des dizaines de milliers d'emplois en Europe parce qu'à un moment donné, les Chinois, ils allaient voir telle capitale ils allaient voir les Grecs en disant si vous faites des mesures de rétorsion, on arrête nos investissements dans le port du Pirée. Ils allaient voir les Français les menacer sur le vin. Ils allaient voir les Allemands les menacer sur les machines-outils. Et donc l'Europe, au fond, se délitait dans sa capacité de réponse. Là, Trump tape tellement fort qu'il a créé l'unité. C'est une bonne nouvelle. La question qu'on peut se poser, c'est que dans quelques jours, les Américains vont sortir les résultats de leur enquête sur l'automobile, parce que l'administration américaine a lancé une enquête sur les conditions de concurrence déloyale en matière automobile. On voit que sur l'acier, au fond, tout ça n'a pas de fondement, mais il y a bien ce sujet au niveau des États-Unis, et on va voir comment ça va réagir. Mais là, il y a la question pour l'Europe de défendre le multilatéralisme. C'est essentiel. Et puis, moi, j'aimerais bien que les mesures de rétorsion aillent aussi, pas simplement sur des produits symboliques du type Harley-Davidson, les jeans et tout ça, mais qu'on tape aussi, par exemple, sur le soja OGM. Que, y compris, on affirme à travers nos rétorsions commerciales des valeurs sur l'agriculture ou sur la protection de la santé, sur la protection de l'environnement. Donc, politique industrielle, ce qu'on n'a pas eu. Vous vous souvenez, on se souvient tous des cas d'ArcelorMittal, où on a laissé Mittal mettre en concurrence le Luxembourg avec la France avec l'Espagne ou avec l'Allemagne. Nous n'avons pas été unis. Chacun a défendu à coups de subventions publiques des sites d'ArcelorMittal contre ses voisins européens. Donc il nous faut une politique de sidérurgie, il nous faut une politique industrielle. Mais il faut aussi l'équiper autour de cette politique industrielle. Quand on sait que la sidérurgie est une industrie très émettrice de CO2, qui peut contribuer au dérèglement climatique. En Allemagne,
certaines boîtes ont investi sur des aciers légers, tout ça, qui sont beaucoup plus sobres en matières premières, beaucoup plus sobres en CO2. Pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas en même temps une taxe carbone à nos frontières qui protégerait notre sidérurgie qui investit ou qui est poussée à investir sur les émissions de CO2, alors qu'aux États-Unis, il sort de l'accord sur le climat pour laisser sa pire des industries continuer à fonctionner comme ça. Donc on peut parfaitement, à la fois sur l'antidumping, sur la politique industrielle et sur des outils autour de cette politique industrielle, comme une taxe carbone aux frontières, on peut faire vivre nos industries, protéger nos salariés et protéger l'environnement. D'autant, Patrick Le Yarrick, que cette question va forcément surgir à un moment donné, puisque Trump, effectivement, parle des tarifs, mais il parle aussi des barrières non tarifaires qui sont imposées par l'Europe. Et là-dedans, il y a bien entendu les règlements, les questions environnementales, etc., les questions sociales, etc. Donc, est-ce que ça va être ça le moment de vérité aussi pour l'Europe, qui va consister effectivement dans cette conjoncture avec l'Amérique à soutenir ces principes-là, ces questions non tarifaires qui portent sur les normes sanitaires, sur les questions d'environnement, sur les questions sociales, etc. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que l'Europe va le faire? Est-ce qu'elle doit le faire pour soutenir ces particularités que ne connaît pas ou que ne reconnaît pas en tous les cas Trump et la politique aux États-Unis? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que par certains aspects, tout en refusant des traités de libre-échange, il a refusé le traité transpacifique et le traité transatlantique. Il essaye d'induire dans la politique mondiale, enfin dans les échanges commerciaux mondiaux, ce qu'il y avait dans le traité de libre-échange, notamment ces barrières non tarifaires. C'est-à-dire on aura le tribunal arbitral privé qui se fera quasiment par consensus. Mais il y a un autre aspect qui nécessite des initiatives de l'Union européenne et qui, à contrario, pose peut-être plus de contradictions qu'il n'y paraît à Trump. Parce que Trump, c'est quoi la cohérence là qu'on a dit, mais on voit bien guerre des monnaies, sanctions contre certains pays, guerre commerciale. Et donc, on parle de plus en plus dans plusieurs journaux, dans la presse mondiale, mais aussi de la part de certains pays, de la question de ne plus faire du dollar l'unité de compte mondiale. C'est-à-dire, il y a un débat en ce moment sur la question de savoir s'il ne faut pas avancer bien plus vite que cela n'a été envisagé sur la dédollarisation de l'économie mondiale. Et donc, peut-être qu'à son corps défendant, il est en train de produire une nouvelle géopolitique mondiale qui ne sera pas... En faveur de l'euro. Hein? En faveur de l'euro. Non, parce que si on ne prend pas d'initiative aujourd'hui, comme le demandent un peu les Chinois à leur manière à propos du yuan, on va avoir toujours un euro calqué sur le dollar. Ça, c'est une question assez importante pour la construction européenne et à venir. Et donc, tout l'ensemble de ces guerres qu'il déclenche, un peu tous azimuts, rien ne dit que ça ne va pas modifier assez considérablement ce qui se passe, parce qu'il se cherche aujourd'hui des alliances nouvelles, les Chinois, les Russes, avec l'Iran, même avec le Pakistan, et qui visent un peu à se passer de cette domination. Oui. Ce n'est pas si inintéressant que ça. Oui, bien sûr. Emmanuel Morel voulait rajouter. Ah non, mais parce qu'on parle de géopolitique. Oui, oui. Il y a un autre sujet sur lequel il faut qu'on construise un rapport de force face à Trump, c'est ce qui vient de se passer par rapport à l'accord nucléaire iranien. Trump dénonce l'accord. Et puis il met en place des mesures qui consistent à sanctionner les entreprises européennes qui auraient l'outrecuidance d'investir en Iran, alors même que c'était prévu, puisque nous avions contribué, nous, Européens, à négocier cet accord. Et là, certains en tiennent compte déjà, sont obligés. Mais c'est bien un problème, cette extraterritorialité du droit américain et cette façon de courber les chines à la moindre menace. Là, ça pose problème. Et plus important finalement que l'acier et l'aluminium, parce que, comme ça a été rappelé, ça représente quand même pas grand-chose. Oui. C'est 5 plus 1 milliard, c'est beaucoup évidemment, mais comparé à l'enjeu qu'il y a aujourd'hui sur cette région du globe, et notamment sur l'Iran,
Là, pour le coup, je pense que l'Europe devrait hausser le ton. Il ne fait pas suffisamment. Emmanuel Macron lui-même, à ma grande surprise, a fait part d'une sorte de résignation, de fatalisme qu'on n'attendait pas d'un homme qui, par ailleurs, prétend être volontariste et construire un rapport de force. Donc là, il y a un enjeu qui est tout aussi important et ça renvoie à la question du dollar et de l'euro. Puisqu'en fait, c'est bien ça le problème. C'est qu'on pourrait négocier en euros, mais il faut avoir ce courage-là et cette audace-là. Là aussi, on a une opportunité. Donc, comme le disait très bien Patrick, cette crise, parce que c'est une crise, elle comporte beaucoup de menaces, certes, mais aussi de vraies opportunités. À nous de les saisir. À nous de les saisir. Et en tout cas, en tant que militant de gauche et écologiste, je pense que ça, finalement, ça nous encourage dans tout ce que nous avons porté depuis des années. J'ajoute quand même un point, c'est que l'Europe a progressé quand même dans son rapport au libre-échange. Quand on regarde les 3 rapports là, qui viennent d'être votés sur la méthodologie anti-dumping, important, sur la protection des investissements stratégiques, sur les instruments de défense commerciale que nous avons modernisés, quand même, le combat que nous avons mené avec les associations, avec les ONG, avec les citoyens qui sont fortement mobilisés, commence à porter ses fruits. Donc il ne faut surtout pas relâcher l'effort, parce que là, pour le coup, on a une vraie chance d'imposer nos vues progressivement. Saisir les opportunités, comment, Yannick Jadot, comment? On n'a pas le choix. La réalité, c'est quand on regarde les statistiques, si ce n'est pas l'Union européenne, d'ici 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus que l'Allemagne et la France dans les 10 premières économies. D'ici 2050, il n'y aura plus que l'Allemagne et nous aurons tous disparu derrière les pays émergents. Donc la seule façon qui sont plus vraiment émergents. Oui. Oui, enfin qui continuent à émerger, qu'on appelle comme ça. Il y aura le Mexique, le Nigeria, au-delà de l'Inde, de la Chine et du... Bon. Si on veut peser sur les affaires du monde, la question, c'est pas de protéger un acquis en se repliant sur nous-mêmes, finalement en faisant d'une façon plus sympathique ce que font les États-Unis, c'est-à-dire de s'extraire des affaires du monde. Eh bien, il faut qu'on pèse, il faut qu'on ait une diplomatie. Moi, j'ai toujours dit, on a une politique commerciale commune aujourd'hui. Le commerce est une compétence européenne. Et c'est une compétence européenne parce qu'on a le marché unique. Ce qui devait, évidemment, si tout le monde, si les biens circulent librement au sein de l'Union européenne, vous ne pouvez pas avoir des pays qui ont des politiques commerciales différentes. Donc on a une politique commerciale commune. Mais ce que nous n'avons pas, c'est une géopolitique commerciale, c'est une diplomatie commerciale. Donc c'est vrai que ce qui se passe avec Trump, comme ce qui se passe avec la Chine, doit amener l'Europe à se doter des bons outils, mais à se doter des bons outils pour peser dans les affaires du monde, pas simplement pour se protéger, pour peser dans les affaires du monde. Quand on obtient sur les règles anti-dumping qu'on ait enfin les conventions de l'Organisation internationale du travail, qu'on ait les conventions environnementales, pour dire que ce modèle que nous portons, ce n'est pas la mondialisation sauvage, mais c'est la régulation publique de la mondialisation, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, ce n'est pas simplement rompre avec cette folie des accords de libre-échange, c'est se doter d'instruments qui ne sont pas, au fond, des instruments de protectionnisme. Quand on défend les conventions de l'Organisation internationale du travail, c'est la protection des travailleurs ici et là-bas. Quand on défend l'accord de Paris, c'est l'accord du climat partout sur la planète. Donc de se doter des bons outils de protection. Ça pourrait être le modèle européen, c'est le moment de le faire progresser en dehors de la question des États-Unis, effectivement ailleurs. On se rend compte qu'il y a des pays finalement, et des grands pays comme la Chine, qui ne sont pas complètement obtus sur certaines questions d'environnement, sur certaines questions sociales, etc., malgré la réalité à l'heure actuelle. Le modèle européen, j'aurais beaucoup de mal à dire que c'est un modèle social et environnemental. Bien sûr. C'est un modèle aujourd'hui qui défend la concurrence, la compétitivité, l'exploitation des hommes et de la nature. Mais il y a la possibilité aujourd'hui de rentrer dans un autre jeu. Et Yannick parle des différends avec la Chine, vrai. Ceci dit, avec ce qui se passe, si ça continue encore quelques semaines, c'est l'Allemagne qui se tournera vers la Chine.
nous n'étions pas pour le traité transpacifique, mais la manière dont Trump a déchiré le traité transpacifique en marchant sur la tête du Japon et à nouveau dans la négociation avec la Corée du Nord, à nouveau en marchant sur la tête du Japon qui est en conflit régulier, au moins diplomatique avec la Chine, ceci va redisposer un certain nombre de forces. Et donc l'Union européenne, elle est à cet endroit-là. Donc elle pourrait jouer aujourd'hui un rôle extrêmement positif en diplomatie commerciale, comme pour reprendre le mot de Yannick, mais en échange, en partenariat nouveau, et non pas être soumis, s'émanciper précisément pour inventer un modèle social et environnemental autre que celui qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat, ne serait-ce que pour que les citoyens comprennent les enjeux de ce dont on est en train de parler là, qui a effectivement une très grande importance. C'est loin d'être annexe comme question. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat, Emmanuel Morel, pour vous? Il faut faire ce qu'on fait, c'est-à-dire oui. informer, expliquer que l'Europe, qu'il y a une opportunité à saisir et qu'il faut qu'on la saisisse, bien montrer que les progressistes sont quand même plus à même de faire avancer les dossiers que ceux qui sont, hélas, aujourd'hui à la tête des institutions européennes, parce que c'est ça dont on parle. S'émanciper de la tutelle des États-Unis, y compris sur les questions militaires. Aujourd'hui, il y avait un rapport sur l'OTAN, c'est d'ailleurs totalement fou du point de vue de l'opportunité politique. Au moment où on est dans un rapport de force brutal avec Trump, on demande aux parlementaires européens de prendre position à nouveau pour des travaux encore plus étroits avec l'Alliance Atlantique. Ça, c'est vraiment ces contradictions qui sont insupportables par rapport à la vie démocratique européenne. Donc, il faut mettre en conformité ces actes et ces paroles, et puis aborder une nouvelle étape de ce qu'on appelle le juste échange. Parce que pendant qu'on a nos discussions, les fonctionnaires de la Commission continuent à négocier des accords de libre-échange comme si de rien n'était, justement sur les questions non tarifaires, alors même qu'on aurait, encore une fois, l'opportunité de montrer que l'Europe, elle peut se construire sur des valeurs, sur le respect de certains textes, sur la promotion d'un modèle social et environnemental différent. C'est quand même pas le chemin qui est pris. Donc on en revient quand même à une question proprement politique. C'est si on veut vraiment que ça change, et ce qui nous permettra de sauver l'Europe, eh bien il faut que ceux qui dirigent aujourd'hui l'Union européenne soient remplacés. C'est notre ambition. C'est la question que j'allais poser. Ouverture de nouveaux accords, de nouvelles discussions en tous les cas sur les accords commerciaux. C'est vrai que les derniers qu'a passé l'Europe, on pense évidemment tous au CETA par exemple, n'a pas été un modèle quand même. Il y a quelque chose à changer là. C'est le combat qu'on mène au Parlement européen, comme en France, puisque le CETA doit passer à la ratification de l'Assemblée nationale. Donc il faut se mobiliser. Si la France bloque ce texte, je n'imagine pas l'Union européenne continuer. Et le CETA, c'est aussi plus de dépendance vis-à-vis des sables bitumineux ou des gaz de schiste canadiens. C'est tuer une bonne partie de nos éleveurs avec du bœuf ou du porc issu d'élevage dans des conditions absolument dégueulasses. Alors c'est ça, mais en même temps au niveau européen, là, on est en ce moment dans la négociation de ce qu'on appelle le paquet énergie, climat-énergie pour 2030. Si on investit massivement sur les économies d'énergie comme sur les énergies renouvelables, non seulement on dépend davantage du vent et du soleil que de Trump, du Canada pour le gaz de schiste, de Poutine pour son gaz et son pétrole, ou des pétromonarchies du Golfe. Mais en plus, on donne des débouchés y compris à l'acier, parce que pour faire de l'éolien, il faut beaucoup d'acier. Donc choisir la sobriété énergétique, choisir les énergies renouvelables, c'est pas simplement défendre un modèle environnemental, c'est pas simplement créer des emplois sur tous nos territoires, c'est donner une dimension stratégique, économique, industrielle à l'Europe. Donc vous voyez bien que tout est lié. Si on se donne les moyens, et l'Europe a les moyens, on peut être de fait à la fois un vecteur de régulation publique de la mondialisation, et il n'y a plus que nous pour le faire, et en même temps se doter d'un cadre social, environnemental, démocratique qui nous va bien. Parce que Patrick a raison, l'Europe c'est pas l'idéal, mais c'est quand même le moins pire au monde. Il faut quand même rappeler que
la Chine, les États-Unis, le Mexique, le Brésil ou l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Inde, on vit moins bien qu'en Europe. Donc on a des combats à mener, mais on est quand même dans le lieu où ça se passe le moins mal. C'est ce qui veut dire, ce qu'on est en train de dire là, Patrick Liari, que la question économique devient une question européenne à part entière. Il n'est plus question de voir ou de revoir ces questions-là au niveau national. Le cadre, c'est l'Europe aujourd'hui. Bon, c'est les deux. C'est à la oui. fois les nations, évidemment, chaque pays a ses atouts, a ses savoir-faire, a des intelligences, mais c'est la mise en commun de tout cela. C'est-à-dire qu'il faudrait à la fois combiner un projet commun extrêmement ambitieux et puis le respect des droits sociaux, des droits environnementaux, en harmonisant tout, en tirant tout vers le haut, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. C'est la combinaison des deux, je crois, qui nous permettra d'avancer, non pas à partir de politiques uniques ou unifiées comme aujourd'hui, mais en partant des savoir-faire pour des mises en commun. Voilà, merci à vous pour ces Merci, questions merci. complexes, mais qu'on essaie à chaque fois de décrypter, de déchiffrer. Merci à vous. Et merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.